Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Je vous retrouve à quelques jours de l'un des plus beaux duels du championnat anglais, Liverpool-Manchester United, dimanche 17 janvier. C'est l'occasion de vous parler du meilleur buteur de Première Ligue actuellement, Mohamed Salah. L'Égyptien vit sa 4e saison à Liverpool, il est toujours l'une des pièces maîtresses des Reds. Footballeur d'exception, Mohamed Salah, mais aussi vedette internationale, héros en Égypte, icône du monde arabe, phénomène à l'image attachante, peut-être un peu trop lisse, c'est ce qu'on va se demander. On questionnera aussi son rapport au pouvoir égyptien, son statut sur le continent africain et puis ce qu'il représente aujourd'hui à Liverpool, lui qui est l'un des visages les plus emblématiques de l'équipe de Jürgen Klopp. Avec moi aujourd'hui un spécialiste du football africain, Franck Simon, l'un de mes collègues de France Football. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue. Et puis nous sommes en ligne avec Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. Bonjour Philippe. Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous et à toutes. Et voilà, Big Five, c'est parti. Son pied gauche magique, ses buts sensationnels et sa complicité avec Sadio Mané et Roberto Firmino. On connaît bien Mohamed Salah sur le terrain, 2 fois meilleur buteur de Première Ligue, élu à 2 reprises meilleur joueur africain de l'année en 2017 et 2018. En 2019, il est devenu le premier Égyptien à remporter la Ligue des Champions, 5e du Ballon d'Or cette année-là. Mohamed Salah est depuis un phénomène mondial, bien plus qu'un footballeur talentueux de 28 ans. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On ne va pas retracer tout son parcours footballistique, du FC Bâle à Liverpool, en passant par Chelsea et Rome notamment. J'aimerais qu'on dise un petit mot pour commencer sur son enfance en Égypte, car c'est primordial pour comprendre qui est Mohamed Salah aujourd'hui. Franck, il a grandi à Nagrig, une petite ville du nord de l'Égypte. Il faisait 4 heures de bus pour aller s'entraîner. Est-ce que tu peux nous raconter le tout début de sa carrière ? Déjà de savoir qu'effectivement, il vient de cette partie du nord, d'une région de campagne par rapport à la grande ville, à la métropole qui est le Caire. C'est quelqu'un qui, très très jeune, a eu envie de jouer au football, a été inspiré en fait par les grands noms du football égyptien. Ses parents l'ont autorisé en fait à jouer au football. Et en fait, à partir de l'âge de 10 ans, c'est du côté de la grande ville du coin, à Bassioun, en fait, qu'il a commencé à jouer, même s'il est issu de Nagrig, mais Nagrig, les gens connaissent très très peu. Tout commence à Nagrig, où il est repéré, en fait, et il va être repéré par en fait, un recruteur qui était venu pour chercher d'autres joueurs, et qui finalement tombe sur lui lors d'un match, et séduit par ce joueur, et l'emmène en fait dans un club de la ville, de la plus grande ville encore, de Tanta. Et de Tanta, il va être remarqué par les recruteurs du club qu'on connaît en anglais du nom de Arab Contractors, en arabe Al-Muqawloun Al-Arab. C'est le début d'une aventure qui bascule pour lui à l'âge de 14 ans. Et effectivement, vous l'avez expliqué, il s'infligeait des parcours terribles, de 4 heures de transport aller, 4 heures de transport retour, ouais, avec souvent 4 ou 5 étapes. On peut comprendre, à la lueur de ce détail qui n'est pas qu'une anecdote, que ce garçon se soit vraiment forgé dans ce parcours-là, dans cette volonté de réussir quelque chose. Le football, pour lui, c'était pas qu'un jeu, ça a été très rapidement un objectif, une envie de faire carrière au pays. Philippe, est-ce qu'il y a encore un peu de ce gamin qu'évoquait Franck chez la superstar qui est aujourd'hui Mohamed Salah ? Peut-être dans sa manière de réagir si on lui passe pas le ballon comme il veut. Je crois qu'il réagit de la même façon que tout joueur qui est le meilleur dans son équipe d'école, etc. Réagira. Sinon, je ne pense pas que, par exemple, on puisse parler de lui comme étant un footballeur des rues. Tu vois, qui est quelque chose que l'on dirait par exemple de Sadio Mané, de la façon dont il a appris à jouer le football. D'ailleurs, quand Franck en parlait, je me disais c'est étonnant parce qu'on a 2 parcours complètement différents. Parce que Mohamed Salah, lui, il a fait tellement d'efforts pour arriver là où il est arrivé, et comment il est arrivé en plus de ça avec un petit coup de pouce du destin sur lequel on va revenir. Mais alors que Sadio Mané, lui, faisait ça quasiment en cachette, Salah, lui, c'était avec la bénédiction de sa famille. Et je ne sais pas si jamais il y a encore tant de ce jeune joueur dans Mohamed Salah, si ce n'est sans doute le fait que la technique qu'il a aujourd'hui, cette capacité, par exemple, que je trouve absolument extraordinaire, ces frappes où il a quasiment aucun élan. Ce sont des choses que l'on développe, bien évidemment, à force de travail, et que c'est avant tout, comme beaucoup des autres joueurs de Jürgen Klopp d'ailleurs, quelqu'un qui bosse comme un fou, qu'il a une discipline de travail qui est forgée dans la discipline qu'il s'est donnée dès l'enfance. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut parler
de l'enfant Salah qui est toujours là chez l'homme. Et l'homme mûr. Mais ce qui est quand même étonnant, je ne sais pas si Franck, tu veux en parler, mais il y a quand même un déclic extraordinaire dans cette progression de Mo Salah. C'est qu'en fait, s'il arrive dans le football européen, c'est parce que le football égyptien va mal. Ouais, tu as raison, on va sans doute en parler dans quelques instants. Mais pour revenir sur ta précision, notamment sur les frappes et tout ça, la différence aussi pour un Mo Salah, c'est que lui, il a profité d'un système de développement du football des jeunes en Égypte qui est à l'époque déjà beaucoup plus structuré qu'au Sénégal, où en fait on bâtit entre guillemets des académies, des écoles de foot. En Égypte, dès le parcours scolaire, dès l'école primaire, en fait, tu es repéré. Lui, il était dans une structure déjà très très jeune, à 10-11 ans, il a été repéré. Et c'était un football que je vais qualifier de football classique. L'Égypte, évidemment, elle est très influencée par l'école britannique, puisque ça a été la présence coloniale. Et donc, il a grandi dans cette atmosphère-là, dans ce côté, école de foot, progression, qui a toujours existé d'ailleurs en Égypte. C'est effectivement pas le cas de Sadio Mané, qui lui s'est forgé sur le sable dans son village et ailleurs. Et donc, pour les frappes, évidemment, ça s'explique parce que quand tu joues sur du sable, souvent, t'as envie d'aller dans le but avec emmener le ballon dans le but jusqu'au bout. En Égypte, on apprend à travailler les frappes. Je dis pas que ça se fait pas au Sénégal. Je dis simplement que c'est une méthodologie, une méthode plus classique, un enseignement, j'allais dire presque plus orthodoxe du côté de ce pays, des pharaons, où on apprend le football. Lui, il avait le don et il l'a développé. Et Sadio, effectivement, est resté, et on le retrouve dans son jeu actuel, un joueur d'instinct. Et pour rebondir sur ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure, Mohamed Salah se révèle en Europe en 2012, après un événement très particulier en Égypte qui met un énorme coup d'arrêt au championnat égyptien. Oui, alors c'est terrible parce que en l'espace de quelques semaines, il vit à la fois le très très haut et le très très bas. En janvier 2012, il marque un but qui est inscrit dans sa mémoire. Il faut savoir qu'il a débuté à 16 ans en première division avec Al-Mukawloun Al-Arab. C'était contre NPPI, les pétroliers. Et quelques mois après, il est amené à jouer contre le Ahli du Caire. Il marque un but incroyable. Du gauche, il accélère dans le couloir. Il croise sa frappe. On a déjà le Salah qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est son premier but pro. Et son destin commence déjà à basculer. On se dit, attention, ce garçon-là, il a 18 ans et demi, 19 ans. Il y a quelque chose. Il a quelque chose et il va être appelé effectivement derrière en sélection. Et quelques semaines plus tard, début février, je crois que c'est le 2 février 2012, il y a le drame épouvantable du stade Al-Masri de Port Saïd, à la fin du match qui opposait le club d'Al-Masri, donc le club local, au Ahli, où il y a à peu près 72-75 victimes, de nombreux supporters qui ont été pris à partie, violentés, poignardés par les supporters de l'autre camp, une forme de représailles. La police n'intervient pas vraiment. Et donc, le football égyptien, à la suite de ça, le championnat s'arrête. À ce moment-là, d'ailleurs, même Al-Mukawloun est en danger sportivement. Et lui, il va être ramené le mois d'après à disputer un stage avec les Olympiques, puisqu'ils sont qualifiés pour le tournoi de Londres 2012. Et c'est un stage qui les entraîne notamment du côté de la Suisse. Il joue un match contre l'FC Bâle. Il entre en jeu, en fait, parce qu'il n'est pas titularisé par Hani Ramzi, le sélectionneur. Il marque 2 buts. Et c'est ce jour-là qu'il tape dans l'œil du président du FC Bâle. Et son destin s'écrit dans les semaines qui suivent. Oui, et après, il rejoindra Chelsea, la Fiorentina, Rome et puis évidemment Liverpool. Bon, aujourd'hui, Mohamed Salah est considéré comme un héros en Égypte. Par exemple, près d'1 million d'Égyptiens ont voté pour lui lors de la dernière élection présidentielle, alors qu'il n'était évidemment pas candidat. Franck, comment est-ce que tu expliques un tel emballement rétrospectivement ? Est-ce que c'est simplement parce que c'est un excellent footballeur, ou est-ce que ça va un petit peu plus loin ? Ça va plus loin. Il a rendu leur fierté, une forme de dignité à tous les supporters, parce qu'il réconcilie en fait tous les supporters, que ce soit ceux du Ahli, ceux du Zamalek, les frères ennemis du football du Caire. Lui, il est d'Arab Contractors, il n'a jamais joué pour les autres. Et du coup, quand il joue pour l'Égypte, il joue pour la grandeur de son pays, il représente son pays sportivement, son engagement est d'abord sportif. Il a connu l'élimination en 2013, la défaite 6-1 contre le Ghana, ils sont éliminés pour la Coupe du Monde
de cette année-là. Et puis, il est de la qualification. Il marque le pénalty qualificatif contre le Congo-Brazzaville en 2017 qui permet à l'Égypte de revenir 27 ans après en Coupe du Monde. Ça, c'est un moment considérable. Ça s'est fait en fait à Borg El Arab. C'était même pas au Caire, puisqu'on ne pouvait pas vraiment jouer au Caire. Il a cette dimension, vous l'avez dit, de héros, d'icône auprès du public, du grand public, et effectivement pas seulement égyptien, mais aussi africain et même arabe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs arabes à ce niveau-là, et lui, il transcende tout ça. Il transcende les frontières et tout, et pour devenir cet homme qui est adulé, mais qui reste profondément humain et proche des gens, proche du peuple. J'ai eu l'occasion de le rencontrer côté africain, côté égyptien, et je trouve qu'il a encore ça en lui, effectivement. C'est là qu'on retrouve sa dimension de gamin de Nagrig. Philippe, est-ce qu'il parle de tout ça en Angleterre ? Est-ce qu'il communique sur son amour pour l'Égypte particulièrement ? Non, c'est quelqu'un qui se livre très très peu. Il parle très très bien anglais au passage. C'est pas du tout une question, et c'est pas une question non plus de timidité excessive. Je crois que c'est un choix qu'il a fait. Je crois que c'est quelqu'un qui est parfaitement conscient de l'importance qu'il a dans la psyché égyptienne et arabe et musulmane aujourd'hui, et qui donc prend son rôle très 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 au sérieux, et qui donc ne s'éparpille pas en déclarations sur ceci, sur cela. Lorsqu'on lui demande, lorsqu'il est homme du match, ce qui lui arrive quand même relativement souvent en Première Ligue ou en FA Cup, c'est lui qui doit faire son interview. Il s'en tire très très bien, avec beaucoup de courtoisie, avec cette gentillesse et ce superbe sourire qu'il a. Mais c'est quelqu'un qui ne recherche absolument pas les caméras ou les appareils photos, ou il se livre très peu, il ne fait pas de posts incendiaires sur Instagram. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa vie privée avec sa femme et ses 2 enfants, puisqu'il a maintenant une deuxième fillette qui est née l'an dernier. Je dirais d'une certaine manière, ça a contribué à son aura, dans la mesure où il sait qu'il joue là sur un terrain piégé. Et d'ailleurs, Il a failli se faire piéger. Il s'est fait piéger plusieurs reprises. On a essayé de l'exploiter politiquement, en Égypte en particulier. On a essayé de l'exploiter financièrement et économiquement. Et du coup, financièrement, économiquement, c'est-à-dire c'est-à-dire en utilisant son image pour des produits dont il n'était pas nécessairement un des ambassadeurs. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai été étonné de voir des images de Mo Salah utilisées quand j'étais au Mexique. Sur des produits alimentaires mexicains. Je peux vous dire qu'il est certainement pas au courant, mais ça vous donne une idée de sa popularité d'ailleurs dans le reste du monde, parce que c'est pas une idole seulement pour les Égyptiens, les Arabes, les musulmans, les Africains. C'est une idole tout court, une idole du football contemporain tout court. Mais très franchement, en Angleterre, c'est quelqu'un qui s'est imposé par son calme, dans l'esprit des gens, par sa dignité naturelle et également par la dignité qu'il donne à ses actions. On est au courant de son travail caritatif qui est très très important. On est aussi la façon, je pense que la façon dont il vit sa religion, quelque chose d'absolument central pour lui, et la façon dont il la vit avec beaucoup d'humilité et j'allais dire de discrétion, mais pas nécessairement, parce qu'il fait le soujoud lorsqu'il marque. Lorsqu'il marque, il pose son front sur le sol. Il fait partie il a véritablement, je crois, il fait partie de ces sportifs qui, par leur attitude sur le terrain et en dehors, ont contribué à une évolution de la façon dont les gens pensent à l'Égypte, au monde arabe et à l'islam. Je parle en Angleterre ici, et en particulier auprès des fans de Liverpool. Vous connaissez la fameuse chanson qui lui est dédiée pour s'il continue de marquer comme ça, je me convertis à l'islam, qui est une blague, mais qu'il a prise d'ailleurs du très très bon côté, ce qui encore une fois l'a mis du côté de ceux qui, enfin l'a mis du côté. Non, c'est plutôt qu'il vit ça, je pense, avec beaucoup de sérieux, ce statut, mais également avec une certaine, j'allais dire, légèreté. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que ce statut le freine dans son métier de footballeur et dans la joie qu'il prend à jouer au football, et qui est toujours aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'il était un gamin qui voyageait 8 heures pour assister à un entraînement. Franck. Ouais, et par certains côtés, il est quand même très très proche je trouve dans sa mentalité de Sadio Mané. Voilà, oui. c'est clairement ils ont des parcours, même si sportivement effectivement les débuts ne se ressemblent pas, mais au niveau de la personnalité, il y a certains aspects qui les rapprochent, pas seulement la religion, je pense, mais aussi des valeurs communes, des valeurs qui sont dues certainement aussi à leurs origines modestes, très modestes pour Sadio, un peu moins pour ce joueur qui est issu
de la province égyptienne. Ce qui est bien avec ce joueur, c'est qu'effectivement, et cet homme surtout, Mohamed Salah Rally, c'est son engagement très discret, mais en même temps très marqué, et c'est un engagement qui va directement, comme Sadio Mané, à son village, à son coin. C'est là-bas que... Il finance des dispensaires, des hôpitaux, oui, mais des écoles. voilà, via une fondation, il a décidé de rendre, de rapporter, d'être là, mais pour sa communauté. Et Sadio, c'est la même chose pour la jeunesse, pour les enfants, pour les jeunes filles, pour la scolarité. Et ils ont de ce point de vue-là des choses qui les rapprochent infiniment. Je pense que l'après-carrière, sans doute, Mo Salah continuera dans ce domaine-là. Il est sorti comme ça, presque de nulle part, un jour pour faire carrière en Europe. Et quand il rentrera au pays, ça sera à Nagrig, Bassioun, et pour continuer de faire ce qu'il a commencé. Et il est cette idole. Ça me fait mal de le dire, parce que je suis d'Everton, moi, plutôt que Liverpool. Mais c'est normal qu'il soit cette idole parce que il est, si vous voulez, effectivement, il transcende toutes les frontières, tout ça. Et c'est pour ça qu'il est aimé, pas seulement pour son sourire, mais pour ce qu'il apporte de bonheur en jouant. Parce que c'est communicatif de le voir jouer avec tant de bonheur. Quand il n'oublie pas de servir ses coéquipiers, voilà, avec son pied gauche ou son pied droit. En Afrique particulièrement, c'est impossible de les départager, entre guillemets, Sadio Mané et Mo Salah. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est plus unanimement reconnu, respecté, admiré que l'autre. Je pense que dans certaines zones, je pense que vous allez en Afrique de l'Ouest, si vous faites un sondage, ils seront nécessairement plus proches de Sadio que de Mo Salah. Mo Salah plutôt dans l'Afrique du Nord. Mais effectivement, ils sont les enfants, les fils de cette Afrique qui gagne, tout simplement, cette Afrique positive. L'Afrique n'est pas toujours bien défendue dans les médias occidentaux. Et eux, pour le coup, ils envoient perpétuellement des messages positifs par leurs actions en dehors du terrain, mais surtout sur le terrain. Et ils font la fierté des médias et des populations africaines. C'est ça que les gens veulent retenir. Ils sont fiers de les voir et ils sont des exemples. Ils donnent envie à plein de petits jeunes autour d'eux, des jeunes gens, des jeunes filles, de faire du football, de le faire en Europe ou ailleurs, mais de le faire et de représenter positivement leur pays et leur communauté. Philippe, est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer Mo Salah aux autres grands noms du foot africain comme Georges Weah, Samuel Eto'o ou Didier Drogba, par exemple ? Ouf. Alors ça, c'est une colle parce que on ne va pas simplement dans ce qui est au niveau du palmarès, sans le moindre doute, puisqu'il est maintenant champion d'Angleterre, d'Europe et du monde. Donc de ce côté-là, on peut pas faire beaucoup mieux. Je dirais peut-être ce qui manque, c'est de véritables exploits avec sa sélection, mais malheureusement, on sait ce qui s'était passé au Mondial de 2018. Qui était une expérience terrible pour lui puisqu'il était blessé, il a été emmené un petit peu contre sa propre volonté. Franck me confirmera ou infirmera, mais il n'aurait jamais dû faire partie du groupe égyptien pour le mondial de 2018. Il n'était pas tout simplement pas en état de jouer. Grâce à notre ami Sergio Ramos, que nous devons citer bien évidemment, lorsque nous parlons de Mohamed Salah. Qui avait causé sa blessure à l'épaule en finale de la Ligue des Champions 2018. Ah oui, non, mais qu'il l'avait blessé volontairement. Je veux dire, on peut le dire clairement, il le prend par le bras, il le fait descendre. Enfin bref. Je préfère pas revenir là-dessus. C'est un incident que je n'ai toujours pas réussi à avaler. Mais personne n'a réussi à l'avaler, en tout cas hors d'Espagne. Hein. Et je pense que Sergio Ramos peut peut-être venir essayer de passer des vacances en Égypte. Et il entendra parler du pays parce que les gens... Pour eux, déjà, ils avaient une sélection qui était ultra défensive. Et en fait, Mo Salah était leur seul espoir de voir cette équipe produire quelque chose à un moment donné dans le match. Sans lui, c'était sans espoir. Et d'ailleurs, l'Égypte a mis 2 buts. Et les 2 buts sont inscrits par qui ? Par Mo Salah. Il marque contre la Russie alors qu'ils sont en grande difficulté. Il passe au travers. Et il marque contre l'Arabie Saoudite. Malheureusement, il s'incline dans ce classique du football du monde arabe. Donc Philippe, on t'a coupé du coup à cause de Sergio Ramos, mais sur la comparaison avec les autres grands noms du football africain. Oui, ce que je dirais, c'est que lorsque l'on parle je pense que lorsque l'on parle de Samuel Eto'o, de Didier Drogba ou de Georges Weah, on parle de joueurs qui ont encore quand même, qui ont un petit plus, une aura peut-être un peu plus vive que celle de Mohamed Salah, qui est peut-être due à sa personnalité justement au fait que il n'a pas le côté un peu excentrique et parfois vivant de Samuel Eto'o, de Sam, qui est quand même
une personnalité à part, on va dire ça comme ça, de Georges Weah, qui est quand même le premier ballon d'or africain, et ça c'est quelque chose qui le met à part dans l'histoire du football, et qui en plus de ça maintenant a pris une importance encore plus grande du fait de son engagement politique au plus haut niveau. Là il joue vraiment en première ligue au niveau politique. Et Didier Drogba, qui est également quelqu'un qui a je pense, une surface supérieure au niveau de la façon dont il affirme sa personnalité. Il n'en est pas encore là. Et je ne sais pas très honnêtement s'il a vraiment la personnalité pour atteindre ce type je sais qu'en français on parle d'icône maintenant, qui est un anglicisme épouvantable, mais je cherche un autre mot qui convienne et je n'en vois pas. Je ne suis pas absolument certain qu'il soit à un stade de sa carrière où il ait atteint cette dimension-là. Et peut-être que cette dimension-là, vous l'atteignez autrement, pas seulement par le football. Au niveau du football, sans le moindre doute. Et je dirais la même chose pour Sadio. Dirais la même chose pour Sadio. Mais à mon avis, Sadio d'ailleurs est un petit peu devant Mohamed Salah pour ça. Je rejoins Philippe effectivement par rapport à peut-être ce décalage dans la dimension que peut avoir un Sadio ou un Mo Salah. C'est compliqué parce que ce ne sont pas forcément des joueurs entraînants dans le sens de ceux qu'on a cités, qui pouvaient avoir le brassard ou pas et qui, derrière eux, tiraient des joueurs vers le très, 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 très haut niveau. Salah, sur le terrain, il déclenche des choses, mais on l'a bien vu à la dernière phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, chez lui en Égypte, ça n'a pas suffi. Il n'est pas suffisamment entraînant, il n'est pas suffisamment, entre guillemets, leader, comme on dit, alors que ceux que vous avez cités, que ce soit Sam Eto'o, que ce soit Didier Drogba, Tebili, que ce soit George Weah, voilà, eux avaient cette capacité, je pense. Et alors, c'est pour ça que je rejoins Philippe. Il y a quand même encore ce petit décalage. Sadio, on l'a bien vu, en difficulté quand il a le brassard. Quand il en est délesté, il se sent mieux. Il peut se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux, marquer ou faire marquer. Pour Mo Salah, c'est rigoureusement la même chose. Je pense tout simplement parce que ça ne les intéresse pas d'être si leader que ça. Ils considèrent peut-être qu'il y a mieux qu'eux à ce poste. Ils ne le revendiquent pas. Alors que les personnalités qu'on a citées, en revanche, le revendiquaient. Il y a d'ailleurs eu des batailles du côté de la Côte d'Ivoire, on se souvient. Drogba, Yaya Touré, pour la quête du brassard. Mais pour revenir à Mohamed Salah, on peut dire que finalement, il a l'air presque parfait. Il est amoureux de son pays, il est engagé, il a une image très avenante, chaleureuse. C'est un père de famille qui a l'air d'être fou de ses filles, en plus d'être un footballeur génial, évidemment. Sans oublier, Maria Belli, et c'est important à signaler, c'est que il est certainement quelqu'un qui ne recherche pas la controverse, la confrontation. Oui, mais voilà, justement. Je pense malgré tout qu'il a manifesté beaucoup de courage, notamment dans la façon dont il parle des femmes, et qui est une chose dont très peu de joueurs, quand issus de sa culture, le font de la façon dont lui a su le faire. Tout à fait. Et ce qui lui a valu d'ailleurs des critiques. Vous savez qu'il a d'ailleurs été critiqué pour ça. Oui, il lui a dit de quoi tu te mêles, etc. Qu'est-ce que tu racontes? Et alors qu'il il est très clair sur la question. Et c'est. Je précise, en fait, il s'est déjà engagé plusieurs fois en faveur de l'émancipation des femmes. Oui, tout à fait. Donc il faut savoir qu'en Égypte, elles sont encore très nombreuses à être mariées de force ou à être excisées. Et lui déclarait en 2018 « Nous devons changer la façon dont nous traitons la femme dans notre culture. Elle mérite un meilleur traitement. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. » Donc encore aujourd'hui, Philippe, c'est l'un de ses combats. Oui, tout à fait. Et c'est un combat qui n'est pas des plus faciles à mener. Et je dirais particulièrement en Égypte, où le problème de l'excision c'est terrible. Je veux dire, en Égypte, je crois que c'est... Franck, encore une fois, tu es un bien plus grand spécialiste de l'Afrique que je le suis, mais je crois que nous parlons à peu près de 85 à 90% des fillettes qui sont victimes de cette terrible mutilation. Et il faut un certain courage pour se placer face à des choses de ce type qui sont... comment dire, la culture égyptienne, là, c'est pas une question de culture musulmane, c'est une question de culture égyptienne. Et fondamentalement, elle est bloquée là-dessus. Et lui a eu le courage de risquer sa popularité auprès de certaines personnes, de certains de ses fans en faisant ça. Mais cela dit, il le fait à sa façon. C'est-à-dire que Mohamed Salah, c'est jamais quelqu'un qui recherche la confrontation. Sur le terrain, parfois, ça lui arrive, mais en dehors du terrain, absolument pas. C'est sans doute aussi parce qu'il est bien accompagné dans sa vie. On peut y voir sans doute l'influence de sa maman, mais surtout de son épouse.
Magui qui est là, qui est à ses côtés. On a vu beaucoup d'images. Les rares images qui filtrent, c'est quand même lui avec effectivement ses filles et son épouse. Et donc cet engagement-là, je pense, c'est parce que c'est un grand homme, et derrière un grand homme, on dit souvent il y a une grande femme. C'est le cas pour lui. Effectivement, j'y vois aussi beaucoup de courage. J'y vois aussi peut-être des discussions et l'influence d'une amie, qui est peut-être aussi une collègue et amie de Philippe, qui est notre collègue juré du Ballon d'Or pour France Football, qui est Inas Mazar, qui exerce aussi comme chef de presse de l'équipe nationale d'Égypte. Donc je pense qu'il a dû se tisser pas mal de discussions entre Inas et Mo Salah, où on parle de choses parfois pas forcément de ballon, quand on est sur des longues compétitions comme une Coupe d'Afrique pendant 1 mois et plus. Et j'y vois aussi cette influence-là. C'est quelqu'un qui sait aussi écouter, et c'est plutôt positif si lui, à son tour, peut envoyer ce message fort en direction des jeunes générations, parce que c'est là en fait qu'il doit avoir son impact, c'est auprès des jeunes générations égyptiennes. Philippe, comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui, en 2021, tout particulièrement à Liverpool ? Alors ça dépend. Au niveau de la personnalité, rien n'a changé. Il est toujours aussi apprécié pour ce qu'il est comme homme et comme footballeur. Si l'on parle du joueur, là, je crois qu'il est à un moment un peu particulier de sa carrière. Il est en fait, il a 28 ans maintenant. Il est donc au top physiquement. Dans un contexte très particulier, bien évidemment, ça c'est quelque chose que l'on dira d'ailleurs de tout footballeur dont on parlera en 2020 et 2021. Mais il y a quand même ce sentiment que à Liverpool, alors que vous regardez ses stats, il en est aujourd'hui à 13 buts en 16 matchs de Première Ligue, ce qui est quand même assez hallucinant. Il y a le sentiment que le Mo Salah que l'on voit depuis, on va dire 2 saisons et demie, n'est pas tout à fait le Mo Salah qui avait crevé l'écran véritablement pour sa première vraie saison en Première Ligue. Je dis première vraie saison parce qu'il avait également, ne l'oubliez pas, joué quand même une saison et demie avec Chelsea, où il faisait d'ailleurs partie de l'équipe. Ça, c'est un truc que j'aime toujours souligner lorsqu'on parle de Mohamed Salah. Il faisait partie de l'équipe de Chelsea qui avait coûté le titre à Liverpool. Oui. Il avait été titularisé, il avait joué 60 minutes titularisé par José Mourinho le jour de la fameuse glissade de Steven Gerrard et du but de Dembaba. C'est quelque chose que je voulais absolument signaler. Mais il y a le sentiment que peut-être, alors que par exemple Sadio Mané est toujours au top du top et déterminant, il y a le sentiment, ce qui est quand même curieux quand on voit les chiffres, que Mohamed Salah n'est peut-être pas tout à fait au même niveau aujourd'hui qu'il l'était, je dirais, en particulier pendant sa première saison, qui a quand même été extraordinaire, et même pendant la deuxième. Mais parce qu'il est moins explosif, moins flamboyant sur le terrain ? C'est peut-être également à cause de certains problèmes que Liverpool a rencontrés dans le jeu, parce que Liverpool est une équipe qui a gagné le titre, mais dans la difficulté. Il ne faut pas oublier, c'est pas en déployant les oriflammes et en partant à l'assaut, la fleur au fusil, que Liverpool a gagné ce premier titre en 30 ans. Souvent, ça a été des matchs qui ont été très compliqués à jouer, des 1-0, des 2-1, et malgré le nombre de points extraordinaires qu'ils ont accumulés au bout de la saison, c'est une équipe qui a parfois souffert, et même souvent souffert, et qui continue de souffrir. Qui n'est pas très bien en ce moment. Qui a un petit moment de moins bien, ça passera. Je me fais pas trop de soucis pour eux, très honnêtement. Mais c'est vrai. Et comme c'est pas un joueur, et là également, je me tourne vers Franck, mais Mo Salah est souvent le joueur qui va, d'une certaine manière, concrétiser, on va dire, une domination, par exemple, de Liverpool. C'est-à-dire que il va être le joueur qui va trouver le geste, qui va trouver la finition, etc. Pour conclure, pour concrétiser une domination. Sadio Mané, pour moi, c'est autre chose. C'est un joueur qui a la capacité à lui seul d'être ce catalyseur, de créer la différence à lui seul. Et j'ai pas le sentiment que le Mo Salah que l'on voit en ce moment soit un Mo Salah de ce type-là. Je suis sans doute très sévère, mais on est très sévère qu'avec des joueurs du très 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 haut niveau, et on sait qu'il l'est. On sait qu'il l'est. Il est de ces joueurs qui vous transforment un match. Il est de ces joueurs qui vous transforment une équipe. Mais j'ai le sentiment, il n'est pas le seul dans cette équipe de Liverpool, on pourrait dire la même chose de Roberto Firmino, qu'il n'est pas tout à fait à ce niveau-là, au niveau de l'impact direct qu'il peut avoir sur les matchs de son équipe. Franck, tu vas est-ce que je suis trop sévère ? Ça, c'est... Ouais. Dites-le moi, parce que je voudrais surtout pas que l'on croie que j'essaye de faire tomber la cote de Mo Salah. Rien n'est plus loin de mon esprit que cela, mais
il est humain, il a le droit d'être humain, il a le droit d'être un petit peu moins bien de temps à autre. Franck, est-ce que tu vas dans le sens de Philippe ? Oui, mais je n'ai pas suffisamment de recul ni de matchs vus de Liverpool pour en juger. En revanche, je peux le dire sur les matchs de l'équipe nationale d'Égypte. Ça se ressent dans son rendement en équipe nationale. Quand il a accepté de venir, il y a eu des moments depuis 2019 et après la CAN à la maison, on l'a beaucoup moins vu. Quand il était disponible, c'était plus exactement ça. Et effectivement, il marque un petit peu le pas, mais il y a d'autres joueurs entre-temps en sélection qui ont pointé le bout de la chaussure ou le bout du nez. Donc ça, c'est tant mieux. Là, du coup, il a cet effet entraînant de motiver les autres à performer plus. Mais on attend, et là je rejoins Philippe, on attend forcément, naturellement, beaucoup plus de lui pour ce qu'il accomplit en Première Ligue et sur la scène européenne. Et c'est vrai qu'il a marqué le pas. Un petit peu d'usure mentale, peut-être ? Certainement, peut-être aussi, on va dire, un peu plus dans d'autres choses, dans la vie familiale. Puis bon, n'oublions pas, et Philippe l'a dit à demi-mot, ce qui se passe depuis début 2020 n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître auparavant. Ça aussi, ça fait du mal. Mais Philippe évoquait avant même la crise sanitaire. Donc voilà, c'est à lui maintenant d'essayer de trouver les leviers pour être de nouveau décisif au moment où on peut avoir besoin de lui si Sadio est un peu moins bien. Et en sélection, c'est la même chose. Et en l'occurrence, Liverpool aura besoin de lui pour ce duel tant attendu contre Manchester United. Ce sera le 17 janvier. On va s'arrêter là, messieurs. Merci à tous les deux, Philippe Auclair et Franck Simon. Merci, comme chaque semaine, à Antoine Bourlon. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur toutes les plateformes de podcast. À très vite.